Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Comme le dit Iris Naudin dans cet épisode, on associe trop souvent les administrations publiques à un vieux machin rouillé et poussiéreux, alors qu'à l'intérieur, il se passe des trucs. Comme vous l'aurez compris, voici un épisode avec un retour d'expérience, un REX, sur les avantages et les inconvénients d'avoir travaillé au sein d'une administration publique française, mais aussi sur la posture du designer et plein de conseils utiles et précieux pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Bonjour à tous et bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'accueille Iris. Bonjour Iris, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, écoute, ça va très bien, je suis très contente d'être dans Design Plus. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? Oui, moi je suis Iris Naudin. Je suis designer, j'ai été designer d'intérêt général pendant un peu 2 ans et demi et je suis passionnée par l'expérience utilisateur et par essayer de comprendre en général ce qui se passe dans la tête des gens. D'accord, super. Alors donc aujourd'hui l'épisode s'appelle Faire entrer le design dans une administration publique. C'est un peu un Rex que tu vas nous faire aujourd'hui sur ton expérience. Pourquoi d'abord tu voulais nous parler de ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît ? Alors, non seulement parce que effectivement moi dans ma jeune carrière et puis même avant quand je travaillais dans le marketing, j'ai toujours travaillé pour l'intérêt général et en particulier pour le service public. Et parce que de base en fait, on associe beaucoup aujourd'hui les administrations publiques à une vieille chose rouillée, poussiéreuse et à des personnels pas toujours motivés, alors qu'à l'intérieur il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer le service aux usagers et il y a des gens ultra motivés. Ouais. Depuis quelques années, il y a eu un gros mouvement, j'ai l'impression, sur le design, on va dire, mis au service du public. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est visible quand notamment via des programmes dont on va parler plus tard, comme programme entrepreneur d'intérêt général ou les commandos UX, mais il y a effectivement dans les administrations, que ce soit au niveau du gouvernement, du coup, qui chapeaute un peu tout, mais même au sein des administrations même, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer le service aux usagers, et pas que le service numérique, mais là, c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, je pense. D'accord. Et alors, quelle fonction t'as occupé et comment as-tu été recruté dans cette fonction ? Comment t'es arrivé en fait dans ce poste ? Alors, pas tout à fait par hasard, parce que j'allais dire par hasard, mais en fait non. Donc, comme je le disais précédemment, j'ai toujours été intéressée par l'intérêt général et par le service public, par les ONG, par les associations. C'est de là que je viens. De base, j'ai été bibliothécaire et après j'ai pivoté, j'ai fait de la com et du marketing solidaire. Donc, c'est vrai que c'est un background que j'ai quand même qui est important et qui est vraiment très intrinsèquement lié à mes valeurs personnelles. Mais en tout cas, en ce qui concerne le designer d'intérêt général, en fait, j'ai découvert il y a 3 ans de ça le programme mené par, donc à l'époque c'était la DINSIC, maintenant c'est la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, qui monte chaque année une promotion d'experts du numérique pour les placer dans des administrations publiques. Donc maintenant ça s'appelle Entrepreneur d'intérêt général, ça en est à sa 5e année d'existence. Et moi, j'ai fait partie de la promotion designer d'intérêt général qui ensuite a fusionné avec la promotion entrepreneur d'intérêt général numéro 4. Et donc, pour donner un exemple, les profils qui sont recrutés, originellement, c'était des duos data scientist développeurs. Après, la DINUM a décidé d'ajouter le profil designer et maintenant, ils ajoutent aussi des juristes dans les équipes qui sont placées dans les administrations publiques. Et donc, en gros, l'idée, c'est que les administrations déposent un dossier à la DINUM en disant on voudrait avoir un designer, un data scientist, un développeur.
La DINUM examine leur dossier et ensuite se charge, entre autres, en partie du recrutement des designers et des data scientists et des développeurs et des juristes. D'accord. Et donc, quel poste t'as occupé et comment dire, et quelles étaient tes fonctions en fait? Alors moi j'ai atterri au ministère de l'Intérieur, donc comme designer UX. Quand j'y suis arrivée, c'était pas forcément très très clair ce que ça faisait un designer UX. D'ailleurs, on était deux avec mon binôme Nicolas Grandjean, à qui je fais un bisou s'il écoute le podcast. Et on a été recrutés tous les deux pour moderniser le dispositif de recrutement d'une des administrations du ministère de l'Intérieur. Donc ça impliquait de créer un compte candidat et refaire intégralement le site qui était vieux et malade. D'accord. Et on a été recruté originellement pour 9 mois, puisque les promotions durent 10 mois maximum, de septembre à fin août. Ça doit faire 10 mois à peu près. Ensuite, on est resté et l'administration a souhaité nous garder parce que le projet n'était pas terminé et qu'il y avait vraiment un enjeu de concrétisation du projet. D'accord. Est-ce que tu as choisi l'administration en question ou on t'a placé là, on t'a dit vous avez pas trop le choix, c'est là qu'il faut aller. Alors oui et non. En fait, donc la promotion au moment où j'ai postulé, et je sais que chaque année il y a des itérations qui sont faites sur les processus de recrutement des designers et de tous les autres profils. La DINUM proposait une palette de projets qui correspondait aux projets qui avaient été déposés par les administrations, en faisant un espèce de pitch de chaque projet auquel j'avais assisté. Donc les porteurs de projets dans les administrations venaient nous vendre leurs projets et pourquoi il fallait qu'on vienne chez eux. Et ensuite, on avait 3 projets à mettre en avant sur lesquels on souhaitait se positionner. Et moi, je me suis positionnée entre autres sur ce projet de refonte parce qu'à ce moment-là dans ma carrière, il y avait d'autres projets qui étaient fantastiques, mais je me sentais pas forcément les épaules pour les encaisser à ce moment-là. Et tant mieux parce qu'il y a eu des très très beaux profils qui sont arrivés sur ces projets. Pour donner des exemples, il y avait un projet d'harmonisation, en tout cas de facilitation du parcours de parents d'enfants en situation de handicap à l'Académie de Clermont-Ferrand. Il y avait un projet de création d'applications pour les espaces verts et les espaces naturels au ministère de l'Environnement, au Muséum d'Histoire naturelle. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y avait un projet de cartographie des fonds marins avec le CHOM, du coup le centre pour les fonds marins. Donc grosse diversité de projets. Aujourd'hui, ça prend plus une direction vers tout ce qui est données publiques, ce qui est un enjeu qui est très très important pour les administrations. Et du coup, j'ai hâte de voir quels seront les projets qui seront sélectionnés pour la prochaine promotion. D'accord. Donc ça devrait se passer dans les mois à venir. D'accord. Restez connectés. Donc en fait, tu continues à suivre les projets qui sont proposés ou mis en avant? Oui, bien sûr. Enfin, moi, ça m'intéresse toujours parce qu'effectivement, je ne suis plus, malheureusement, je ne suis plus designer d'intérêt général, mais je suis toujours connectée au Slack. Je suis toujours en contact avec plusieurs designers de ce programme. On s'est tous un peu éparpillés à droite à gauche après la fin de la promotion de designer d'intérêt général. Il y en a qui sont partis dans les agences, il y en a qui sont restés dans leurs administrations, il y en a qui continuent à travailler en freelance avec les administrations en question. Et ça fait quand même une communauté parce que du coup 5 promotions à raison de à peu près une vingtaine de profils à chaque fois, effectivement ça fait du monde, ça fait des échanges qui sont vraiment exceptionnels parce qu'on a tous des profils différents et qu'on a tous des expertises différentes et c'est très très intéressant. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu as fait là-bas? Quels étaient oui, tu disais que tu avais travaillé sur la refonte d'un site ou d'un projet. Et qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu as travaillé? Comment ça s'est déroulé, s'il te plaît? Alors ça a été tout un truc et je crois que ça a été aussi un des plus beaux projets que j'ai pu faire parce que quand j'étais free, j'arrivais à vendre des petits, je sais pas si ça se passe comme ça pour toi, mais j'arrivais à vendre des morceaux de grands process UX en 5 étapes tel qu'on le voit illustré partout sur les internets. J'arrivais soit à vendre du cadrage parce que les clients venaient me voir parce qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient, ou alors ils arrivaient en mode on a besoin d'une refonte graphique, tu peux nous aider? Et du coup, moi, je refaisais la peinture et après, ils se rendaient compte qu'en fait, c'était le mur qui était pourri, donc on refaisait l'architecture de site. Et là, c'était vraiment l'occasion d'avoir une espèce de carte blanche puisque dans ce programme entrepreneur d'intérêt général, et notamment avec cette promotion qui était la seule à avoir que des designers, il y avait une volonté de la DINUM de dire vous n'êtes pas là pour être des exécutants, vous êtes là pour remettre en question le brief de départ
et apporter une dimension vraiment intrapreneuriale, parce qu'on était salarié de l'administration, mais un petit peu cette je sais pas comment le formuler, mais cette espèce d'état d'esprit d'entreprendre qu'on retrouve chez pas mal de freelance. Oui. Donc la première étape, ça a été vraiment de se dire, ok, on a un brief qui tient sur une page, qu'est-ce qui se passe en vérité, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le diagnostique, quels sont nos indicateurs de réussite, et ça c'était quelque chose qui était très important pour la DINUM, la mise en place d'indicateurs de performance, ce qui est, en tout cas dans l'administration que j'étais, qui était une grande nouveauté. Ils ont un peu séché là-dessus, donc je les ai pas mal accompagnés, et ensuite, on a pu vraiment dérouler toute cette méthode telle qu'on la connaît et qu'on l'aime, avec vraiment cette phase d'immersion, une phase de co-conception et une phase d'itération successive pour parvenir à sortir un site. Et alors moi, en général, la méthode en 5 parties, je la résume en 3 parties. C'est vraiment ces 3 phases-là: exploration, conception, itération. Parce que je me rends compte que ça fonctionne beaucoup mieux auprès de gens qui sont pas forcément très très ouverts au design et qui savent pas ce que c'est. Je l'ai honteusement volé à IDEO qui la modélise comme ça, et moi ça me semble beaucoup plus simple pour vulgariser le design. Et du coup, évidemment, vu qu'on arrivait dans un environnement où ils n'avaient jamais entendu parler de design d'expérience utilisateur, ça, il y avait aussi un gros volet de vulgarisation. Parce qu'effectivement, quand on est arrivé, les gens nous ont accueillis. Au mieux, on était des start-upers. Au pire, on était des infographistes. Donc, il y a eu un gros travail d'expliquer en fait notre méthode. Non, on n'est pas des créatifs. On n'est pas, enfin, si évidemment, il y a une partie de créativité, mais on n'est pas des créas. On va pas faire des logos. On va faire quelque chose d'autre. On va s'appuyer sur une démarche qui est cadrée. On a une certaine forme de méthodologie, et c'est pas parce qu'on dessine des palmiers et qu'on colle des post-it partout que ça veut dire qu'on est des allumés du bocal. On est là pour faire quelque chose de méthodique. Et ça a été un gros travail. D'accord. Et ça nous a pris 2 ans, du coup. D'accord, ok. Et tu travaillais à temps plein sur cette mission, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais en CDD, donc d'abord pendant 9 mois, et ensuite ça a été prolongé. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels avantages, quels inconvénients t'as rencontrés, et avec toi, ton œil neuf, entre guillemets, à cette époque-là, venant de l'extérieur? Alors vraiment l'avantage, et ça je remercie beaucoup les personnes qui ont choisi de faire appel à la DINUM, c'est que c'était des gens qui étaient déjà un peu convaincus de l'importance d'avoir un designer, et qui ont été vraiment nos premiers porte-parole au sein de l'administration. Parce que c'est vrai que alors j'avais jamais vraiment travaillé, puisque j'étais freelance, je m'étais jamais intégrée à la vie d'une grande entreprise, parce que finalement une administration en taille c'est comme une grande entreprise. Et pour naviguer au début dans la complexité administrative, déjà de savoir où est la cantine, voilà, tout ce genre de petits détails, c'est des choses pour lesquelles on a besoin que quelqu'un nous mette le pied à l'étrier. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir des gens qui étaient désignés par la DINUM comme nos mentors et qui étaient là pour nous aider à résoudre des problèmes. C'était vraiment très chouette. Autre avantage, c'était d'avoir le temps de dérouler, je l'ai déjà dit, cette méthode qu'on voulait vraiment dérouler. Autre avantage, et on était quasiment les seuls dans ce cas-là, c'était d'être 2 sur le projet, parce que sinon un designer UX tout seul dans une administration, c'est quand même pas évident. Là, j'ai beaucoup pu m'appuyer sur mon binôme, que c'était vraiment très chouette de pouvoir travailler à 2 et vulgariser à 2, de s'inspirer l'un de l'autre, parce qu'on n'avait pas forcément toujours les mêmes façons de travailler, donc ça c'était très chouette. Et après, éventuellement sur les quelques inconvénients, c'était effectivement cette méconnaissance et finalement alors c'est un avantage et un inconvénient. Arriver justement un peu catapulté par un programme qui ne fait pas partie de l'administration en question, ça donne effectivement une sorte d'aura de créatif, d'expert, de sachant dont tu peux jouer en fait dans les premiers temps. L'inconvénient, c'est que ça peut aussi générer l'effet inverse de qu'est-ce que c'est que cette personne et qu'est-ce qu'elle vient foutre dans mon travail quotidien. Notamment auprès de gens qui avaient jamais entendu parler de design d'expérience utilisateur. Parce qu'effectivement, dans l'administration où j'étais, ça fonctionnait encore beaucoup en cycle en V ou en cascade. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, enfin, il y a l'expression de besoin est faite par le métier, ça bascule à un autre service qui fait le cahier des charges, ça retombe sur le développeur qui se débrouille avec ce qu'il a compris du cahier des charges, et après, ça remonte en validation. Et à aucun moment, les utilisateurs sont sollicités. Donc, effectivement, c'est là, il y a déjà eu un énorme travail de dire on va pas vous faire des maquettes tout de suite, on va pas lancer un truc en prod dans 4 semaines, on n'est pas là pour ça, il nous faut le temps d'explorer et de comprendre vraiment ce qui ne va pas, et ensuite de concevoir ce qui pourrait aller, et ensuite de le tester.
Et ça, c'était quand même un énorme travail d'acculturation à faire pour que les gens comprennent qu'on n'était pas là juste pour faire des maquettes. D'accord. Et Mais ça, je pense que c'est un travail c'est un problème que rencontrent beaucoup de designers. d'accord. Oui, oui, tout à fait. Et tu as réussi à casser un peu ce rythme en V, ou ben, peut-être pas de le casser complètement, mais d'instaurer des paliers avec des tests utilisateurs, des rencontres avec des utilisateurs ou des choses comme ça. Alors le casser entièrement non, parce que malheureusement on n'était que deux et que ça demande quand même de savoir faire des choses. Moi, c'est un truc que j'ai pas réussi à implémenter, que j'aimerais, mais j'étais pas formée pour, c'était de travailler en agile. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je pense que je vais essayer de monter en compétence dans les mois et les années à venir, d'essayer justement de ne pas, parce qu'on a encore des services dans cette administration qui attendent d'avoir un cahier des charges terminé avec toutes les spécifications dedans pour commencer à développer. Alors qu'à mon avis, il y a des choses qui sont faisables entre les deux. Alors, et même au niveau recherche et au niveau purement design, je regarde pas mal tout ce qui est justement recherche agile, c'est-à-dire que tu testes des fonctionnalités et en sous-main tu continues à faire tes personnages effectivement pour ne pas, parce que finalement le designer quand il bosse pas en agile, il a quand même besoin de, on va dire, 3 mois pour faire sa recherche utilisateur en profondeur. Pendant ce temps-là, le développeur il attend. Alors que j'aimerais moi trouver des solutions pour ne pas tomber dans ce système de fonctionnement-là et que les développeurs puissent avoir quelque chose à faire et quelque chose à travailler pendant que le designer fait sa recherche. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'aime bien échanger avec d'autres designers parce qu'on a tous rencontré ce caillou-là, en fait, du développeur qui attend et qui est là et qui fait genre, bah oui, j'attends. Et du designer qui est genre, bah oui, mais moi j'ai besoin de faire ma recherche. En fait, tu peux pas t'inventer un site, ça sert à rien que tu commences à bosser si moi j'ai pas fini ma recherche. Donc j'ai besoin d'avoir au moins quelques insights. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je continue à essayer de travailler. Donc effectivement, pour pallier à cet inconvénient d'être catapulté par un service qui ne fait, enfin par une institution qui ne fait pas partie de l'institution dont je fais partie, je sais pas si c'est très clair, mais en gros d'arriver comme un externe tout en étant interne à une administration, il y a un énorme travail non seulement de vulgarisation, mais aussi d'arriver à trouver les bons interlocuteurs rapidement, de savoir sur qui s'appuyer. Et ça, enfin moi, j'adore faire cette cartographie en début de projet des stakeholders et des différentes parties prenantes, et de faire une cartographie officieuse de c'est qui le mec qui connaît tout le monde, c'est qui le mec qui va te présenter aux bonnes personnes pour que tu puisses avoir les bonnes réponses. Parce que, en tout cas, dans l'administration où j'étais, il y avait un aspect officiel très hiérarchique, c'est-à-dire que tu veux entrer en contact avec un mec, tu lui envoies pas un mail direct, ça se fait pas. Et ça, faut le savoir, donc faut qu'on te l'explique, parce que moi, venant du freelance, j'aurais eu tendance à envoyer carrément un SMS pour pas trop me compliquer la vie. Et en fait, non, faut passer par son supérieur hiérarchique, voire le supérieur hiérarchique du mec au-dessus. Oh là là. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et avec lequel il faut composer. Et je suppose qu'il y a d'autres administrations qui fonctionnent pas du tout comme ça. Et en fait, le mieux, c'est de savoir à quel moment tu composes entre, ok, je joue à la voie hiérarchique, ou je joue le copinage et le mec qui connaît tout le monde. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut... C'est comme des curseurs qu'il faut adapter en permanence. Et de savoir justement pour mieux t'adapter à cette culture-là, justement pour savoir à quel moment tu t'en affranchis et à quel moment tu la respectes, parce que ça va te rendre le plus... Enfin, en tout cas, c'est au projet que ça va rendre le plus de service in fine. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a le process et il y a un process qui est très, très défini et très, très cadré. Mais une administration, comme je pense n'importe quelle entreprise, ça reste des gens et les gens ne suivent pas toujours les process. Et du coup, dans cette administration qui était vraiment très grande, je suppose que même comment dire, pour réclamer des post-it, par exemple, ça devait être compliqué alors, du coup, ou pas? Alors, j'ai demandé des post-it à mon arrivée. C'est vrai que c'est un fun fact dont on se souvient toujours avec émotion avec mon ancien binôme. On m'a donné des post-it qui collaient pas bien, enfin des post-it d'une marque qui n'est pas post-it, avec en accordéon. Donc on a un peu hurlé et après moi j'ai filé chez Office Depot et j'ai acheté pour 40 balles de post-it les super sticky, ceux qui collent vraiment bien de toutes les couleurs, parce que juste des post-it jaunes c'est pas suffisant. Et les gens m'ont vu arriver au bureau en me disant mais pourquoi les post-it c'est has-been en fait, ça se fait plus. Et moi j'étais traumatisée en mode oh mon dieu. Et ensuite on a commencé nos entretiens utilisateurs, on s'est déplacé pour aller rencontrer des gens. Et on a commencé à coller des post-it partout, au point où il y avait plus de place dans notre bureau, et on a commencé à s'étaler dans le couloir. Et là, les gens sont passés dans le bureau, ils ont fait
Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi vous avez besoin de post-it. D'accord, ok. Mais vous vous y retrouvez dans le bordel, là? Ah oui, on s'y retrouve très bien. Et plusieurs fois, ils sont passés comme ça. Mais qu'est-ce que vous en faites de tout ça? On ne peut pas retenir toute cette masse d'informations. Il faut bien qu'on la colle quelque part et qu'on la range ensuite. Mais ouais, le coup les post-it, c'est has-been, ça m'avait tué. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés, que ce soit matérielles, humaines ou, je sais pas, par rapport à la hiérarchie, des choses comme ça? Euh, Il y a eu quelques difficultés qui étaient vraiment liées à l'organisation, effectivement, et au fait que s'il n'y a pas de chef déterminé, c'est assez difficile de prendre une décision. Et après, effectivement, au niveau des difficultés matérielles, il y avait eu justement des remontées d'autres designers qui disaient qu'ils avaient du mal à se procurer des MacBooks ou des licences. Les MacBooks parce que c'est difficile d'en acheter par les centrales d'achat officielles de l'État. Et les licences à peu près pour la même manière et aussi pour une raison qui est devenue un peu plus évidente ensuite, c'est qu'en fait c'est des licences qui sont hébergées aux US, Hum. que ce soit Figma, Notion, Drive. Enfin moi je peux pas fonctionner sans ces trois devices autour de moi en permanence. Sauf qu'en fait on n'a aucun moyen de garantir que les données sont bien protégées. Et ça c'est vrai qu'effectivement, quand tu travailles pour le ministère de l'Intérieur et que tu dis oui, je vais héberger mes données sur un serveur dont je ne sais pas où il est, quelque part aux États-Unis, en général, il y a le responsable de la sécurité voit tout rouge, en mode, c'est-à-dire que non, on peut pas faire ça. Ouais, oui, et du coup, alors, quelle parade tu ou vous avez trouvé tous les deux alors? Alors du coup, moi, j'avais déjà adopté à l'époque un des mottos de la boîte dans laquelle je suis maintenant, qui est parfois mieux vaut demander pardon que la permission. Donc effectivement, on a signalé, on a lancé une bouteille à la mer en mode au fait on utilise tel logiciel, hein. Et puis on a attendu qu'ils nous répondent et ils nous ont toujours pas répondu. Donc on est parti du principe que tant qu'ils nous disaient pas non, on continuait à utiliser nos licences. D'accord. Ce qui est pas la meilleure solution. Mais effectivement, on avait aussi avancé à nos chefs les plus directs, qui n'étaient pas forcément les responsables de la sécurité, qu'on avait besoin d'avancer et qu'on avait besoin de certains outils. Bon, par exemple, Notion, c'est pas forcément un indispensable, même si c'est quand même très très pratique. Je suis passée à Notion l'année dernière, genre, j'arrive plus à m'adapter à autre chose. Mais par contre, effectivement, pour ce qui est Sketch et Figma, c'est juste pas possible de prototyper quelque chose si t'as pas Sketch et si t'as pas Figma. Et si t'as pas un ordi, qui marche et qui tourne à peu près, effectivement, un bon ordi avec un bon processeur, une bonne carte graphique, et avec lequel tu peux te débrouiller. Mais encore une fois, c'est par grenouillage que parfois tu arrives à avoir des informations sur du matériel à des dispositions, ou parce que un de tes chefs connaît un mec qui est bien placé et qui peut faire accélérer le processus, là où d'autres choses pourraient prendre beaucoup plus de temps. D'accord. D'où tu disais, d'où l'intérêt tout à l'heure, tu disais que il fallait cartographier la bonne personne C'est pour ça. le bon outil ou pour obtenir la bonne pièce qui dans Absolument. l'engrenage qui va faire fonctionner tout le reste, quoi. Wow. Complètement. Et à titre personnel, ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure et à laquelle je vais être plus attentive maintenant, c'est vraiment la protection des données personnelles. On a un devoir d'exemplarité quand on travaille pour l'État, à mon avis. Et tu peux pas effectivement te dire, c'est pas enfin, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer il y a très très peu de temps que si j'héberge ma prise de notes sur Notion pendant que je fais ma recherche, qui garantit que les données que je note sont protégées? Et combien de temps est-ce que je suis autorisée à les garder? Et ça, c'est des questions que je m'étais jamais posées. Donc effectivement, je me dis oui, c'est bon, je mets pas de numéro de téléphone, je mets pas de nom, j'anonymise ma recherche. Mais en fait, la personne m'a dit non, mais ça va plus loin. La protection des données personnelles, c'est tout ce qui peut te permettre de remonter à un utilisateur potentiel. Donc être très attentif là-dessus, ça c'est quelque chose que je vais essayer de mettre plus en place dans les mois à venir. On avait déjà passé quelques mois dans ce programme quand Nadine nous a dit on vous a pas recruté par hasard, on vous a recruté parce que vous avez des capacités d'adaptation et vous avez des capacités entrepreneuriales qui vont vous permettre de porter certains sujets et de savoir quand est-ce que vous rentrez dans le tas et que vous essayez de faire bouger les choses et quand est-ce que vous vous adaptez. D'accord. On, on, Ça, c'est au niveau du recrutement excuse-moi, ça, c'est c'est, au niveau c'est, du ouais, recrutement de la DINUM, hein, c'est ça, hein? tout à fait. D'accord. C'est au niveau du recrutement d'Inum qu'il y a cette volonté en fait de recruter des profils qui sont confirmés, voire seniors,
pour justement que ce soit des gens qui soient, et surtout des profils qui correspondent à chaque projet et aux besoins de chaque projet. Il y a des projets qui ont des composantes UI qui sont beaucoup plus fortes, ce qui n'était pas forcément notre cas. C'est effectivement, ils ont plus été vers des UI designers ou vers des directeurs, des profils qui avaient une appétence pour la direction artistique. Il y a d'autres sujets où effectivement il fallait plus faire du design de service ou de la recherche ou du cadrage. Et c'est vraiment, ils ont essayé de flécher chaque profil au bon endroit. Et c'est vrai que dans le cas où on était, il y a quand même un besoin de s'adapter à la culture de l'administration dans laquelle on arrive. Et ça, c'est très délicat comme équilibre à trouver, cette balance entre je rentre dedans parce que c'est aussi mon job en fait à un moment de secouer le cocotier, de voir ce qui tombe. Et là, il faut que je m'arrête parce que effectivement, je les ai trop secoués et que si je secoue trop, ça va rouler dans les brancards et je vais pas obtenir ce que je veux et mon projet va en souffrir. Et c'est quand même, enfin, il y a un exemple où j'étais très fan du télétravail. C'était pas un sujet dans l'administration, il fallait être là en présentiel pour montrer qu'on était là parce que ça rassurait la personne de savoir qu'on était là. Et je me suis rendu compte à quel point c'est important parce qu'en fait, quand tu es en présentiel, je reviens sur nos murs de post-it, on déclenche la curiosité des gens. Tu dessines une sketch note et tu l'affiches sur la porte de ton bureau dans un endroit où personne ne colle rien sur les murs. Les gens s'arrêtent, ils te posent des questions, ils disent qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez des trucs, vous avez des post-it. Et voilà. Et c'est comme ça en fait que ça se répand, parce que ça c'est quelque chose que la crise Covid nous a pas permis de mener. On voulait faire des espèces de déjeuners de vulgarisation du design. Bon, la crise Covid est arrivée, on n'a pas pu, mais effectivement le meilleur moyen finalement de sensibiliser une administration qui ne connaît pas le design, c'est d'être présent, d'être là et de coller des trucs partout sur les murs pour montrer que tu es là et que tu existes. D'accord. Est-ce que vous utilisiez avec Nicolas, c'est ça, hein? Ouais, Nicolas. Est-ce que vous utilisiez d'autres moyens ou d'autres méthodes pour vulgariser le design ou votre démarche UX au sein de cette administration? Alors, on a essayé d'essaimer le plus loin possible. Ça a fini par se répandre au bout de à peu près un an. Alors, ce qui est dommage, c'est que la crise Covid est arrivée à ce moment-là. Donc, on a un peu rétro-pédalé à ce moment-là. Justement, c'est là où l'importance d'avoir un chef qui connaît pas mal de monde et peut déclencher des réunions d'information est intéressante. Donc, effectivement, on avait une présentation, c'est quoi le design d'expérience utilisateur en 8 minutes, donc montre en main, pour expliquer aux gens ce qu'on faisait et comment est-ce qu'on fonctionnait. On a beaucoup fait d'ateliers où on a sollicité des gens, donc ils ont expérimenté par eux-mêmes ce que c'était qu'un atelier de design, et on a vu les choses se mettre en place au fur et à mesure. Par exemple, comme n'importe quelle administration ou comme n'importe quelle entreprise, il y a quand même un syndrome de la réunionite assez conséquent. Et moi, j'ai un des meilleurs feedbacks qu'on a pu avoir sur nos ateliers avec Nicolas, c'est quand quelqu'un nous a dit « Ah, c'est vous qui faites l'atelier ? Ah bah je viens alors, parce que je sais que ça va durer exactement le temps que vous avez dit que ça va durer et que ça va être utile et qu'on va avancer. » Et du coup, on était très très fiers quand on nous a dit ça. Mais effectivement, ne serait-ce que de montrer par l'exemple que tu fais un atelier, alors tu bloques les gens 2 heures, ils ronchonnent parce que normalement ça prend 1 heure, une réunion, mais tu leur dis voilà, il va se passer ça, tu les cales, tu les times et au bout de 2 heures, tu les lâches. Alors que une réunion, ce qui peut se passer, c'est que t'arrives en réunion, tu sais pas pourquoi t'as été convoqué, il n'y a pas d'ordre du jour, 1 heure et demie plus tard, t'es toujours là, ça a toujours pas avancé parce qu'il n'y a pas d'ordre du jour, chacun coupe la parole à son voisin. Et du coup, vraiment, les ateliers de design, c'était une complète découverte pour eux de leur dire « Ah non, mais là, non, vous parlez pas entre vous. Si vous avez un truc à dire, c'est limite, tu fais l'école primaire. C'est non, on parle pas à son voisin d'à côté, on parle à toute la table, on coupe pas la parole aux gens. » Moi, le seul truc que j'ai pas fait, c'est d'avoir un sifflet pour discipliner les gens pendant les réunions. J'ai pas eu besoin parce qu'ils étaient très disciplinés. Mais vraiment d'avoir ce moment calé en mode il va y avoir des moments où vous pourrez parler entre vous, il va y avoir des moments où il s'agira d'écouter ce que les autres ont à présenter. Et rien que ça, en fait, alors ça demande encore une fois, je pense, une certaine maturité professionnelle d'arriver à se poser comme meneur de réunion. Et ça fait partie des compétences des designers, en fait, d'arriver à te caler et dire non, mais là c'est moi qui mène en fait. Même s'il y a un mec ultra haut placé qui arrive et qui essaie de me polluer ma réunion, je fais non, c'est moi le chef en fait. Si tu voulais t'imposer et être chef, tu fais ta réunion. Mais tu feras pas ça sur la mienne. Parce que moi j'ai prévu un truc, c'est timé, c'est calé, et si tu viens bousculer mon truc, j'ai 5 minutes de battement entre les deux parties de mon atelier, j'ai pas le time en fait. Donc reviens plus tard. D'accord. Et donc, tu as réussi à t'imposer assez facilement alors? Heureusement qu'on était 2.
Ça, c'était vraiment, vraiment chouette pour ça d'être deux, parce qu'on a réussi à implémenter une sorte de dialogue entre nous. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Puis, on avait tous les deux des compétences très différentes. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment, moi, je suis ravie qu'on ait été deux sur ce sujet-là. Et après, bah, du coup, j'écoute aussi tout ce que font les communautés de facilitateurs et les autres designers pour voir comment est-ce qu'ils ont résolu éventuellement les problèmes qu'ils avaient dans leurs expériences respectives. Enfin, moi, il y a des choses que j'aurais aimé faire pour aller plus loin dans la vulgarisation. Il y a un truc qui a bien marché, c'est qu'on a fait un petit livret en fait d'une 30aine de pages, ce qui est déjà pas mal, où on a un peu raconté notre démarche, et du coup, en complément de la fameuse présentation de le design UX en 8 minutes, on donnait le livret en fin de réunion, en mode, bah, quand vous aurez 10 minutes, vous lirez notre petit livret, comme ça vous verrez de quoi il retourne. Et en général, ils étaient très contents, parce que dans un environnement où tu es sursaturé de numérique, bah, juste avoir un truc en papier, des fois, ça fait du bien. C'est juste agréable. Ouais. Et j'ai du coup un copain designer que je pense qui est passé dans ton podcast, Rémi Rivas, que je salue, Oui. qui m'a même dit, enfin nous on avait fait ça dans une boîte, je crois que j'aurais voulu le faire et on n'a pas osé. C'était que pour sensibiliser à la démarche design, il avait imprimé en A3 des trucs sur le design UX et il avait collé ça sur tous les plateaux du self. Et moi j'aurais été, mais c'est tellement une bonne idée. Au moins t'attires l'attention, les plateaux de la cantoche, enfin tout le monde s'en fout, et juste une fois de temps en temps avoir un message comme ça, surtout si t'es le premier à le faire, l'impact en fait du message doit être démultiplié par le fait que personne ne le fait jamais. Alors que si tu te contentes du tableau d'affichage, bon, ça va pas très loin parce que personne ne le regarde, parce que tout le monde y est habitué. Non, mais absolument, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai plein de références là-dessus. Je vais pas commencer à les distiller ici, mais effectivement, donc, je pense qu'on a tous même des bonnes références là-dessus sur les tableaux où personne ne s'arrête devant, quoi. Est-ce que, Ouais, c'est ça. est-ce que tu avais besoin, du coup, une fois que vous aviez vulgarisé, est-ce que les gens étaient ensuite en demande d'avoir des informations, des retours de vos ateliers, des retours de votre démarche centrée utilisateur? Alors, des retours, pas forcément, parce qu'il y avait enfin, les gens qu'on a sollicités étaient quand même occupés dans leur métier respectif, donc ils avaient quand même une attention qui était quand même tournée principalement vers le travail qu'ils avaient à faire. Après, encore une fois, quand on leur racontait ce qui se passait, ils étaient toujours à l'écoute et toujours curieux de comment ça se faisait. Il me semble qu'il y a même une des personnes qu'on a eues en atelier qui a, à la suite de nos ateliers, a commencé à utiliser des post-it parce qu'il était hyper content et qu'il trouvait que c'était une manière de s'organiser qui était une autre manière de penser. Donc on a vu des gens commencer à aller au secrétariat pour chercher des post-it, voire passer dans notre bureau pour nous squatter des post-it super sticky. Donc là j'étais alors bon, c'est bon, on a transformé l'essai. Et ensuite on a été là où j'ai vu que ça commençait à se répandre, c'est effectivement quand on a été sollicité par d'autres services pour venir filer des coups de main ponctuellement. Donc il y en a qui nous ont sollicité pour voilà, j'ai sorti un intranet, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Il y en a un autre qui nous a sollicité pour faire un flyer, donc là on a fait bon, échec. Donc on est quand même allé les rencontrer pour lui dire alors non, on va pas vous faire un flyer. Par contre, racontez-nous un petit peu votre projet. Et en fait, il s'est trouvé que ça a été un side project que j'ai fait avec cet autre service du coup, où je les ai accompagnés sur le retravail d'un outil. D'un outil de détection de potentiel. Et effectivement, il y a encore eu un autre projet qui du coup est venu plus par les équipes de tech, où le lead tech est venu me voir en mode bon, on a livré, mais on n'est pas hyper content graphiquement, tu peux nous aider un petit peu. Et du coup, je suis arrivée, j'ai pété tout le travail du développeur, on est reparti 3 pas en arrière, mais pour aller un peu plus loin dans l'outil. Parce que comme c'était un cycle en cascade et qu'un designer n'avait pas posé ses petites papates dessus, il y avait des choses il y avait des chemins qui étaient d'erreurs qui n'avaient pas été anticipées, il y avait des erreurs dans le produit, parce qu'on était passé du métier au cahier des charges au dev et qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été remises en question. Et le commanditaire lui-même a dit effectivement, maintenant que tu m'as fait faire tout ce rétro-pédalage, je comprends que ma demande n'avait pas été formulée suffisamment exhaustivement, et je comprends maintenant pourquoi effectivement t'es pas là que pour faire la peinture à la fin, mais que c'est bien dès le début qu'il faut t'embarquer, enfin, en tout cas qu'il faut embarquer un designer dès le projet. Et là, j'étais quand même super contente, je me suis auto décerné une médaille parce que j'ai genre, ouais, c'est un plus qu'a compris. D'accord. Je voulais te poser une question. Est-ce que
la DINUM ensuite, elle vous revoit fréquemment. Moi, les responsables de la DINUM viennent vous revoir pour prendre des nouvelles comment avancent vos projets au sein de cette administration. Font ils voudraient un feedback ou des choses comme ça avec vous? Alors, oui et non. Ça, faut savoir que du coup, les équipes d'Inhum, elles s'occupent d'une promotion par an. Donc effectivement, les 9 mois ou les 10 mois où on a été dans le cadre du programme, on a été très très bien accompagnés par la d'Inhum. Il y avait des rendez-vous hebdomadaires pour qu'on puisse faire part des difficultés. Donc vraiment, c'est ça qui a vraiment créé un socle en fait de designers habitués à échanger les uns avec les autres. Ensuite, du coup, c'est la promotion suivante qui a bénéficié de tout ça. Donc, ils organisaient des ateliers, vraiment des moments d'échange, des moments de catharsis aussi quand il y en avait besoin sur certains projets. Ensuite, le contact est resté de manière plus organique. Il y avait plus d'ateliers sacralisés, organisés. Nous, on s'est revus organiquement de temps en temps. On s'est organisé des sessions pour échanger, effectivement. Et on le fait, alors de moins en moins, mais on le fait encore aujourd'hui. On se revoit avec quelques designers. On avait essayé d'organiser justement un rendez-vous ponctuel de designers au ministère de l'Intérieur, notamment pour être force de proposition sur tout ce qui touchait aux licences. Et dire, voilà, on est maintenant suffisamment nombreux au sein du ministère à avoir besoin de ces outils. Il faut que le ministère fasse quelque chose. Donc voilà. Et mais la DIMU est toujours à l'écoute. Il y a toujours un espace d'échange sur lequel on peut se retrouver, on peut échanger. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui? Donc ça fait un peu plus d'un an que tu as quitté, c'est ça? Alors non, ça fait 28 jours que j'ai quitté officiellement cette administration. Mais le site sur lequel je travaillais est sorti en septembre. Donc voilà, c'est pas si vieux. Ce que j'en retirerais, c'est qu'effectivement, il faut pas se décourager. Encore une fois, tout en étant dans ces espèces de curseurs de à quel moment tu forces, à quel moment tu t'arrêtes et tu laisses les gens aller dans le mur s'ils ont envie d'y aller. Après, enfin, à mon sens, ça fait partie de la palette de qualité de soft skills en fait du designer. C'est d'avoir de la résilience, c'est de ne pas lâcher le morceau, tout en sachant choisir ses batailles en fait. C'est à quel moment est-ce que tu fais preuve de résilience, à quel moment est-ce que tu es opiniâtre et que tu t'accroches à ton sujet, et à quel moment est-ce qu'il faut que tu laisses les choses aller et que tu laisses le projet aller là où il a envie d'aller, même si toi tu considères que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour sa vie. D'accord. Ok. J'aimerais savoir quelles erreurs as-tu faites durant cette mission ou par rapport à tes soft skills, à tes hard skills? Est-ce que il y a des erreurs que tu as faites que tu te dirais aujourd'hui je le referai pas comme ça? Alors, j'ai revu mes premières maquettes il y a pas longtemps et j'étais horrifiée, j'ai pleuré des larmes de sang. Donc, mais je pense que ça c'est une bonne chose en fait de garder tes premières maquettes et tes premiers jets, parce qu'en fait tu te rends compte à quel point le projet avance, notamment avec justement l'apport de la communauté. J'ai beaucoup progressé en UI sur ce projet, notamment grâce au système de design bêta dont on a été bêta-testeur du coup avec mon binôme et avec les équipes de développement. Donc ça, c'était très très chouette. J'ai beaucoup progressé à ce niveau-là, en tout cas au niveau des hard skills sur ça. Et j'ai été un peu sensibilisée à l'accessibilité par un designer qui bossait sur Place de l'Emploi Public, qui s'appelle Edouard. Je lui fais aussi un bisou. Et ensuite, du coup, pour tout ce qui est vraiment intrinsèquement lié au projet, je pense que j'ai pas été suffisamment rigoureuse sur le compte rendu de ce que je faisais. C'est un truc barbant, on va pas se mentir, faire des comptes rendus toutes les semaines de ce que tu fais, faire des comptes rendus de réunion, c'est pas forcément la partie la plus fun du travail, mais c'est indispensable parce que face à l'avalanche de demandes et face à la quantité de travail que peuvent avoir les uns et les autres, il est très facile de perdre le fil de où est-ce que t'en es et de ce que tu devais livrer pour la semaine d'après. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je me suis beaucoup plus disciplinée depuis. C'est de faire des comptes rendus réguliers, même s'ils sont synthétiques, de dire on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, si on prend du retard, qu'est-ce qui se passe, d'essayer d'être vraiment plus méthodique et plus rigoureuse à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ça a été fait un peu au fil de l'eau et c'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai mis en place un Notion pour justement me forcer à être rigoureuse à ce niveau-là.
D'accord. Tu penses que c'est lié à l'administration ou au ministère dans lequel tu as travaillé, ou c'est d'une façon globale? Alors, oui et non, je pense que de base, je suis pas quelqu'un de très organisé à ce niveau-là. C'est vraiment très, très personnel. Mais justement, je me discipline parce que je me rends compte que c'est indispensable. Et ensuite, c'était peut-être lié justement à l'institution dans laquelle j'étais, où, alors très paradoxalement, il y a tellement de trucs officiels qui tournent qu'au bout d'un moment, on arrive à saturation et on fait plus de compte rendu. Parce qu'on se Hmm. dit, ouais, c'est pas grave, on se l'est dit, ça vaut. Et du coup, effectivement, c'est un effet qui est très très paradoxal. À un moment où tu satures des notes express, des fiches, il y a tout un tas de différents supports, tu sais jamais lequel utiliser. Et finalement, c'est important de savoir ces choses-là. Moi, j'ai pas été assez pointilleuse là-dessus. Je pense que j'aurais dû l'être davantage. Il y a des moments où je me suis contentée de faire un compte rendu par mail, et déjà ça, c'était barbant. Mais j'aurais dû faire des documents officiels parce qu'ils auraient eu plus d'impact. Et ça aurait permis à certaines choses d'avancer plus vite. Ou en tout cas, ça aurait permis que certaines choses ne passent pas à la trappe. Parce que moi, j'aurais pu revenir, encore une fois, de manière opiniâtre, la semaine d'après en mode, ça n'a pas été fait, ça. Pourquoi on l'a pas fait? On avait dit qu'on le ferait. Du coup, il faut le faire. Et c'est désagréable, en fait. Et je sais plus quel designer me disait qu'en fait, quand t'es designer, t'as un peu un poil à gratter, en fait. Mais ça fait partie de ton boulot. Et même si ça fait un peu grincer des dents à certains moments, c'est indispensable d'être rigoureux là-dessus. Parce que bah, les gens avec qui tu bosses, ils ont d'autres sujets de préoccupation, ils ont 1000 dossiers à gérer et que le designer, c'est pas forcément leur priorité. Et c'est normal en fait. C'est à toi, dans un environnement où personne ne connaît le travail du designer UX, c'est à toi de rappeler que tu existes en fait. Et c'est à toi de montrer la valeur de ton travail. Oui, oui, je suis assez d'accord, ouais, surtout dans le cadre d'une administration. Est-ce que tu peux me dire aussi quelles sont les réussites dont tu es fier, s'il te plaît? Ouais. Alors moi, le moment où tu as une épiphanie chez le mec et qui comprend ce que tu as essayé de lui expliquer de 15 manières différentes avant, c'est vraiment le moment que je préfère. Et c'est trop bien parce que ça m'est arrivé du coup sur le side project sur lequel j'avais travaillé, où j'avais un cahier des charges fragmentaire et des instructions dans tous les sens et je m'y retrouvais plus du tout. Et j'ai passé ensuite 2 jours à faire un storyboard avec des petits bonhommes pour ensuite aller le donner au mec et en disant voilà ce que j'ai compris du process de ton produit. Et il m'a répondu dans la journée en me disant il faut qu'on se voit, ça va pas du tout. Et là j'étais genre yes, il a compris à quel point j'avais pas compris. Et ensuite on a passé 3 heures à rebosser toute la timeline de son produit. Et on était là genre mais oui effectivement ça j'ai oublié de te le dire, ça a changé entre temps et j'ai effectivement pas forcément transmis l'information. Ça bah effectivement la personne qui a rédigé le cahier des charges avait pas du tout compris ce que je voulais dire. Et en fait c'est le moment où il m'a dit je comprends ton travail, je comprends ce que tu fais. Toutes ces questions-là, je suis à fond dans mon sujet, je suis un passionné, je me les suis pas posées. Et du coup, c'est normal, en fait, quand t'es à fond dans un sujet, tu te rends pas compte, sauf quand on fait notre genre de métier, mais tu te rends pas compte à quel point les gens comprennent pas ce que tu dis. Et du coup, que moi j'arrive en lui posant toutes ces questions, en faisant un petit peu la dinde de service, on m'a dit, pas compris. Et bah, du coup, ça permet à la personne de se rendre compte que si une personne qui fait partie du projet n'a pas compris, les personnes qui sont clientes, qui vont consommer le projet, vont probablement encore moins comprendre. Et là, il a dit, oui, ok, je comprends, t'es pas que sur le volet graphique. Tu penses tout ça parce que tout ça, ça va avoir un impact sur le graphisme. Et j'étais genre, oui, ça y est, il a compris. Et ça, c'est quand même hyper chouette. Quand tu arrives à déclencher ce moment-là et que la personne comprend, c'est top. D'accord. Ok. Mais c'est bien, c'est une fierté, ouais. Est-ce que Ouais. Et puis ça demande 3 jours de storyboard quand même. Hein, j'avais mal à la main. tout à l'heure tu parlais de résilience, Mm. opiniâtreté, pardon. D'après toi, est-ce qu'il y a d'autres soft skills ou des hard skills qui sont nécessaires pour travailler au sein de cette administration ou d'une autre administration française? Alors, je saurais pas trop parce que je peux pas vraiment faire la différence avec les entreprises du privé. Donc, cette administration-là ou le ministère de l'Intérieur dans son ensemble, je pense, enfin, non, parce qu'en fait, je vais citer des choses qui, à mon avis, sont communes à plein de designers. C'est arriver à, encore une fois, trouver cet équilibre entre
te mettre en avant et être moteur de quelque chose, et en même temps faire preuve d'humilité et faire preuve d'une certaine forme de douceur quand tu as besoin d'avoir certaines informations, d'arriver à jouer sur ces tableaux-là. Enfin, t'as tellement de choses qui sont importantes en fait au niveau notamment des soft skills, parce que sur les hard skills, tu sais faire des entretiens, tu sais faire des ateliers, t'es facilitateur. Si tu veux faire de la UI, il y a un peu de rédac en plus, et puis que si en plus tu pouvais me coder mon site, vas-y, là, fais tout. Mais en fait, oui et non. Mais en tout cas, arriver à cartographier rapidement l'écosystème dans lequel tu te trouves, arriver à cartographier à la fois l'écosystème officiel, donc les services, et l'organigramme de l'organisation, mais aussi arriver à savoir qui s'entend bien avec qui est à couteau tiré avec qui, et quel impact ça peut avoir sur quelle personne, et avec qui il faut que toi tu ailles copiner pour résorber cet abcès qui existe. Ça, c'est indispensable en fait. Mais je pense pas que ce soit lié que aux administrations ou que c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas forcément expérimentées en freelance parce que j'étais beaucoup à distance. Mais je pense que plus largement, quand tu t'inscris dans une équipe, quelle qu'elle soit, il y a tout de suite des rapports d'influence et des connexions qui se créent entre personnes, et ça, arriver à les observer et à t'y inscrire, c'est hyper important en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, très bien. Est-ce que tu penses que les designers qui nous écoutent devraient travailler au moins une fois dans leur carrière au service d'une administration? S'ils ont envie, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Franchement, moi, c'est une expérience que je regrette absolument pas. J'avais été jadis bibliothécaire, et j'étais un peu partie en courant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche parce que j'y avais pas forcément trouvé ce que je voulais. Revenir là dans une autre administration, j'ai été impressionnée par, encore une fois, la résilience, par la résistance de ces personnes qui font des heures à n'en plus finir pour pas forcément une grosse paye quand tu vois la quantité de travail qu'ils font, et de cette implication dont ils font preuve et qui sont vraiment vraiment importants, parce qu'au final, s'ils étaient pas là, les administrations françaises ne tourneraient pas en fait. Donc c'est important. Enfin, je pense à plusieurs autres types d'administrations. Je pense au secteur de la santé qui a quand même été vachement malmené ces dernières années. C'est des gens qui comptent pas leurs heures, c'est des gens qui font deux shifts s'il faut faire 2 shifts, parce que derrière il y a des vrais humains, il y a des vrais usagers qui ont vraiment besoin d'aide en fait. Je pense à tous les travailleurs sociaux qui sont aussi dans ce genre de cas, qui ne comptent pas leurs efforts, et ça je trouve que c'est admirable en fait, et c'est chouette d'être dans ce genre d'écosystème. Alors tu culpabilises des fois quand tu t'en vas et qu'il est 19h et qu'il y a encore des gens au bureau, mais ça va. Et c'est chouette en fait, cette capacité et cette volonté en tout cas de répondre présent le plus possible pour les usagers. Il y a effectivement, je crois, beaucoup de résilience, et effectivement, moi je l'ai expérimenté dans le passé, et effectivement il y a des gens qui sont passionnés par leur métier dans les administrations, et qui passent vraiment beaucoup de temps au bureau. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu penses que n'importe quel designer peut entrer dans une administration, s'il te plaît? J'ai envie de dire ouais, si moi j'y suis rentrée, c'est que tout le monde va pouvoir le faire. Oui, et au contraire, arriver de l'extérieur et avec un autre type d'expérience, ça peut être vraiment hyper intéressant et hyper enrichissant pour les administrations. Arriver avec, et on nous l'a dit plusieurs fois avec Nicolas, avec ce regard de l'extérieur, ce regard frais, ça nous a été demandé, et il y a plein de gens qui étaient complètement d'accord avec le fait que, alors eux ils utilisaient le mot stockholmisé, mais en disant vous n'êtes pas encore stockholmisé, vous n'êtes pas encore habitué à notre façon de fonctionner, et c'est maintenant que vous êtes le plus intéressant, parce que vous nous permettez de voir ce qui va pas, parce que vous arrivez avec votre œil neuf et vous arrivez à voir les choses. Et alors ils utilisaient aussi le mot test du couillon, que moi j'aime beaucoup. Mais c'est hyper intéressant, et ça c'est quelque chose que cette administration veut valoriser en fait, d'arriver avec ce regard neuf et d'arriver en disant je ne sais pas, mais je serais ravie d'apprendre, mais en tout cas pour l'instant je ne sais pas, donc faites-moi tester des trucs, et ça c'est hyper chouette.
Et puis évidemment, tu arrives de l'extérieur avec, alors certes, tu arrives avec Drave, Notion et tous tes outils qui respectent pas du tout la politique de protection des données, mais tu arrives aussi avec des méthodologies différentes. Bon, je reviens sur les ateliers que je mentionnais tout à l'heure, juste ça c'est des choses que dans cette administration, ils avaient jamais expérimenté. Et si j'avais eu le temps, on les aurait formés à la conduite d'ateliers, ça aurait été top. Et à la conduite de réunions, à faire des réunions avec un objectif, à mener des réunions et à plein d'autres choses sur lesquelles j'aurais aimé les former. Mais je n'ai que 24 heures dans une journée. Et j'en passe entière à dormir, donc ça limite un peu les choses. Une question quand même importante aussi, est-ce que dans les administrations, ou en tout cas quand on travaille au service de l'État, est-ce qu'on gagne bien sa vie? Parlons d'argent, parce que nous sommes freelance et nous n'avons pas de problème à parler de nos tarifs. Alors, bien, je sais pas parce que je peux pas vraiment comparer avec le privé. En tout cas, en ce qui concerne donc la promotion entrepreneur d'intérêt général, moi j'étais à 3500 € net par mois, ce qui est déjà plutôt sympa. Et il me semble que certains designers ou certains développeurs ou certains juristes des promotions suivantes étaient à 4000 € par mois. Et c'était un pari justement de la DINUM et une volonté de la DINUM d'attirer des profils seniors et de qualité en leur proposant une rémunération intéressante. Et c'est vrai qu'effectivement, si tu veux un profil, comme je viens de le décrire, je sais pas si je pourrais le résumer, mais grossièrement, qui est capable de se sortir les doigts, de remettre les choses en question, d'être polyvalent, multicasquette, qui peut te faire qui fait toute la méthode au design et qui est capable en même temps d'aller défendre son projet, d'aller parler à des chefs, d'aller s'implémenter dans une administration, tout en menant un projet en peu de temps, parce que les choses vont parfois plus lentement qu'on veut. Il faut avoir des profils qui soient suffisamment expérimentés en tout cas. Et c'est vrai que si, je pense notamment à des développeurs, si tu veux recruter un dev et que tu lui proposes le SMIC, le dev il va te dire non, désolé, je suis dans un marché hyper tendu et en face il y a une grosse boîte, une grosse start-up qui me propose 3 fois ce que tu me dis, donc désolé, à un moment il faut que je paye mon loyer et je vais aller là où on me paye plus. D'ailleurs, j'étais en train de regarder sur internet, pardon, j'étais en train de regarder effectivement sur le site de la DINUM. Je crois que la plupart des postes, en tout cas pour les designers, les salaires des CDD sont clairement affichés dans les descriptions. Donc il y a pas de mystère, il y a pas de rien n'est caché. Et ça, je crois que ça a été une volonté depuis le début de mentionner le salaire auquel les designers allaient être payés. Donc, je crois que d'ailleurs pour les autres postes aussi, il me semble. C'est une pratique qui est en train de se répandre et heureusement, il est grand temps. Dans ma jeunesse, quand je voulais travailler en bibliothèque et que je tombais sur des offres qui me disaient grille 451 de la catégorie fonction bidule alinéa 4 et que j'avais pas de pote RH pour me dire c'est quoi cette grille, ça me rendait dingue. Et il y a des postes auxquels j'ai pas postulé parce que je savais pas ce que j'allais gagner. Et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, c'est important. Quand tu habites à Paris ou en région parisienne, il y a des choses que tu peux pas faire si on te paye au lance-pierre. Ah oui, et ça, c'est chouette. Il me semble que sur Place de l'Emploi Public, ils ont aussi pris cette direction d'indiquer clairement le montant de la rémunération. Et en tout cas, dans l'administration dans laquelle j'ai travaillé, sur le site de recrutement, c'est aussi un parti pris et j'ai été une des premières à le défendre. On indique clairement la rémunération. On n'indique pas des grilles parce que les gens ils comprennent pas les grilles et qu'en plus on les trouve pas sur Internet. Ou alors c'est une galère sans nom. On indique clairement en euros et en espèces sonnantes et trébuchantes combien tu vas gagner et ça va être quoi tes avantages. Pour terminer l'interview, je voudrais te poser les 3 questions fil rouge. Qu'est-ce qui te différencie d'une autre designer, s'il te plaît, Iris? Ah oui. Alors j'ai demandé parce que j'en savais rien. Mais c'est intéressant parce que du coup c'est bien d'aller toujours demander à ses pairs ce qu'ils pensent de nous, parce que c'est vrai que c'est difficile de l'évaluer par soi-même. Alors dans celles et ceux à qui j'ai demandé, on m'a dit que j'avais le sens du détail et que je travaillais plus en fonction des objectifs que en déroulant étape par étape la méthode UX parce que c'est la méthode en 5 étapes et qu'il faut la suivre exactement dans cet ordre-là. D'accord. Et je rejoins un peu Karine Lallemand là-dessus qui le dit, je me semble, dans son bouquin, qui dit il y a la méthode en 5 étapes, elle a 5 étapes, c'est bien, sauf que si vous voulez commencer un projet par les tests, mais faites-le. Faites ça, en fait. Ne vous accrochez pas bec et ongle à la méthodo. Faites les morceaux qui font sens dans le sens où ils font sens. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais écrit sur mon site à un moment.
C'est genre, je sais pas où on va, mais je sais ce qu'on va faire pour savoir où on va. Et en général, ça, je le posais en freelance aux gens. Je leur disais, alors je vais vous dire un truc qui va pas vous rassurer, c'est que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Par contre, je sais ce qu'on va mettre en place pour savoir où on va et pour savoir comment on va le faire et dans quel ordre et pourquoi. Et on va commencer par pourquoi on le fait. D'accord, c'est très intéressant. Et j'aimerais savoir comment tu vois ton métier dans 10 ans. Alors, j'y réfléchis pas mal en ce moment parce que mine de rien, je me rends compte que rien que sur les 5 dernières années, il a déjà tellement évolué. Si tu m'avais posé la question il y a 1 an, je t'aurais fait part de mes craintes que l'UX ce soit que des maquettes, que l'UX ce soit que la UI. Et ce serait dommage qu'on aille vers cette tendance-là. Mais je t'avoue que ces derniers temps, j'ai quand même pas mal revu ma copie et je me dis qu'il y a de plus en plus de boîtes qui comprennent ce que c'est qu'un UX designer. Et ça, c'est quand même chouette. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'il y a bien une différence entre l'UX et la UI. Et c'est top parce que finalement, dans cette assimilation UX-UI, bah, du coup, les profils UI, ils sont aussi en souffrance, en fait. Parce que personne ne comprend ce qu'ils font. Et à la limite, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, OK, UX, j'ai compris, mais du coup, UI, parce que je vois pas, en fait. Et genre, un pauvre petit UI designer qui font tous leurs trucs trop bien et que personne ne se rend compte de ce qu'ils font. Et du coup, heureusement qu'on va de plus en plus vers cette distinction entre l'UX et la UI. Et si on peut continuer à monter comme ça et à montrer qu'il y a une raison d'être en fait à ce métier, mais tant mieux. Et à la limite, si dans 10 ans, en fait, le métier il n'existe même plus en tant que tel, soit parce qu'il est intégralement intégré et vraiment mélangé avec la structure des entreprises, ou alors parce qu'au contraire, il se sera splitté en plein de sous-spécialités, UX stratégiste, UX researcher, UX, enfin, tout ce que tu veux, mais tant mieux, quoi. Moi, c'est ce que je souhaite. D'accord, ok. Dernière question, quel épisode de Design Plus as-tu bien aimé et pourquoi, s'il te plaît? Alors, c'est biaisé, mais je vais citer celui avec Rémi, parce que Rémi, c'est un copain, et c'est grâce à lui que je suis devenue designer en plus, donc voilà. Et j'aime beaucoup Rémi, j'aime beaucoup sa posture en tant que designer, et j'aime vraiment que la façon qu'il a, la vue qu'il a de son métier. Et quand je serai grande, j'aimerais bien être comme lui. Eh bien, coucou à Rémi aussi, je le connais, peut-être moins bien que toi, mais c'est vrai que Allez voir son site, il est trop bien. voilà, on avait échangé sur le design sprint et avec son copain Mathias, ils ont monté une société et ils ont complètement splitté le design sprint pour le faire avec, je crois qu'ils sont même montés jusqu'à plus d'une centaine d'étudiants il y a quelques temps. Plus que ça, avec HEC Rennes, il me semble, ils sont même montés jusqu'à 500 personnes, si je te dis pas de conneries. Voilà, c'était incroyable ce qu'ils avaient fait, mais voilà. Pour moi, est l'exemple typique du mec qui fait les choses, enfin qui va chercher la méthode et qui ensuite se la pète en plein de petits morceaux pour se la réapproprier et apporter encore plus de valeur. Et ça, c'est quand même hyper chouette. Exactement. Je te laisse le mot de la fin, Iris. Si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs et auditrices, quel serait ce conseil, s'il te plaît? J'aurais tendance à dire, n'ayez pas peur de vous affirmer. Allez-y. N'ayez pas peur d'affirmer vos convictions et n'ayez pas peur. Vous avez une voix, vous avez une expertise et c'est à vous de la faire connaître et reconnaître. Et ça, c'est extrêmement important. Ayez de l'audace et n'ayez pas peur d'y aller. Foncez. D'accord. Eh ben, super. Bah, merci beaucoup, Iris, pour cet échange. C'était vraiment très sympa. J'espère que certains designers auront envie d'aller au moins voir le site de la DINUM, voir les emplois qui sont proposés et peut-être de postuler à quelques emplois dans des administrations. Ce serait vraiment intéressant. Voilà, encore merci Iris pour cet échange. C'était bien sympathique. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans Design Plus. Merci Iris et au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements.
Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!